Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio, les commémorations du bicentenaire de la mort de Napoléon, dépôt de gerbe, discours Emmanuel Macron qui a donc rendu hommage à l'empereur, hommage qui fait polémique, qui a fait polémique en tout cas le chef de l'État a-t-il eu raison de commémorer sans célébrer, ce sont les mots de l'Élysée, le bicentenaire de la mort de Napoléon. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Les Français ont-ils honte de l'héritage de Napoléon? Ça, c'est la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur YouTube. Pour le moment, vous dites non à 73%, vous continuez de voter et vous nous appelez, c'est le grand débat des vraies voix. Napoléon Bonaparte, c'est un génie de notre histoire. Il doit être célébré. Ça me fait sourire parce que Napoléon était le plus grand misogyne que j'ai jamais lu. Et Napoléon est parti de rien, est arrivé au sommet. On dit il a rétabli l'esclavage, on dit il est misogyne, on dit il a trop aimé la guerre. Il faut commémorer Napoléon parce que commémorer Napoléon... Jamais Napoléon. Il aura un mot de pitié ou d'émotion pour tout le mal qu'il a fait, pour toutes les larmes. L'idée de commémorer Napoléon, je trouve ça légitime parce que c'est le souverain français le plus marquant de l'histoire. Et vive Napoléon! Emmanuel Macron a-t-il eu raison de commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon? Le grand débat avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Philippe David et l'historien Olivier Gracia qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, mon cher Olivier. Alors, la première question que je vous pose, c'est le chef de l'État, Emmanuel Macron, se devait-il de commémorer ce bicentenaire? Au moins, on peut lui reconnaître une chose, il a eu le courage de le faire, là où ses prédécesseurs ne l'avaient jamais fait. Ouais. On se souvient que le binôme Chirac-Villepin n'avait pas célébré le bicentenaire de la victoire d'Austerlitz, ce qui était d'autant plus étonnant que Dominique de Villepin était un fervent admirateur de Napoléon. Il a d'ailleurs consacré sa majeure partie de sa carrière littéraire à écrire sur Napoléon. Donc on peut reconnaître à Macron peut-être ce sens du en même temps, c'est vrai, mais ce sens de vouloir au moins commémorer sans célébrer Napoléon. Donc je pense que c'est une bonne chose et en cela il s'inscrit complètement dans la lignée de Louis-Philippe. D'ailleurs, c'était un peu le parallèle qu'on avait esquissé dans notre livre avec Dimitri Casali, dans L'histoire se répète toujours deux fois, en disant qu'Emmanuel Macron était un peu l'héritier légitime de l'orléanisme. Finalement, il fait comme Louis-Philippe en 1840. Louis-Philippe, dans un besoin de synthèse nationale, ramène les cendres de Napoléon à Paris. Bon, évidemment, Louis-Philippe l'a fait en grande pompe et à l'époque, c'était un événement national. Là, aujourd'hui, c'est un simple discours et un dépôt de gerbe sur la tombe de l'empereur. Mais il y a chez Macron quand même cette volonté d'évoquer l'histoire, mais je pense que c'est une manière de se flatter aussi. Napoléon aime l'histoire pour se flatter son ego présidentiel. Comme à l'époque, rappelez-vous, il avait rendu hommage à Jeanne d'Arc au tout début, avant même qu'il soit élu. Comme on disait qu'il s'était rendu à la cathédrale Saint-Denis pour se reposer sur la tombe des rois de France. Il y avait chez Emmanuel Macron ce sens de l'histoire avant son élection qu'il avait un peu perdu au cours de son mandat. Et là, on voit qu'il veut faire amende honorable et revenir un peu... Alors, est-ce qu'on peut vraiment, mon cher Olivier, après je donnerai la parole à Françoise et les deux Philippe, est-ce qu'on peut vraiment commémorer sans célébrer, hein? On a senti que l'Élysée, depuis 48 heures, communique beaucoup là-dessus. Est-ce qu'on peut, Olivier, commémorer sans célébrer? Non, mais c'est toute la complexité de la colonne vertébrale un peu du macronisme. C'est que c'est toujours la question du en même temps, à savoir qu'Emmanuel Macron, dans un sens, veut évoquer Napoléon parce qu'il sait que politiquement aussi, ça peut flatter une certaine base de son électorat à droite, et en même temps, il est gêné de le faire, car Napoléon, à la lumière d'aujourd'hui, est critiqué pour maintes raisons. Donc finalement, il est sur une corde sensible, comme il l'a toujours été. Il veut commémorer sans célébrer, il veut le flatter sans non plus lui rendre hommage, il veut le critiquer sans non plus l'enterrer. Donc finalement, il y a toujours cet équilibre macronien qui est toujours excessivement fragile, où on ne sait pas finalement quoi en penser. Françoise Degois qui a ri, qui a souri. Oui, je ricane pourquoi Françoise? Parce que Olivier, j'aime beaucoup. Je salue d'ailleurs Olivier. Nous savons, vous et moi, très bien qu'il se fiche comme une guine de l'histoire. Emmanuel Macron, il s'en fout, mais comme de l'an 40. Il a besoin de construire son personnage. D'ailleurs, il faudrait faire le vrai livre à faire, ce serait les métamorphoses d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire vraiment, un coup il est Jeanne d'Arc, un coup il est Charles de Gaulle. Là, j'écoutais son discours en même temps, je lisais. C'est vraiment l'autoportrait. C'est-à-dire Napoléon, il parle de lui en fait quand il commémore Napoléon. Donc c'est éprouvant. C'est éprouvant parce que ça n'est pas sincère. Les jeunes disent, il s'y croit.
Bah, il se raconte sa life. Il se raconte mais il a besoin, c'est de la communication pure. Vous comprenez ce que je veux dire? Et par ailleurs, moi, je reconnais à Napoléon ombre et lumière. En gros, Olivier, je vais le résumer simplement. Je pense que les Français, c'est pas notre génération qui a attendu de pas aimer et de pas accepter Napoléon. Napoléon, en 1860, pendant la Commune, il fout la statue à la Seine. Napoléon, il est détesté. Napoléon, il laisse un pays exsangue avec une conscription à 16 ans. Tout le monde raconte qu'il a inventé le code civil. Ça n'est pas vrai. C'est d'abord la rédaction des députés révolutionnaires, le rétablissement de l'esclavage. Je voudrais juste dire dans quels termes, je ne sais pas qui disait ce matin, mais il n'était pas raciste. Hein. C'était pour des questions sucrières. J'ai retrouvé ce qu'il dit. Et je suis pour les Blancs car je suis blanc. Je n'ai pas d'autre raison. Comment a-t-on pu redonner la liberté à des Africains, à des hommes noirs qui n'ont même aucune civilisation? Imaginez. Donc, moi, je pense que ça pose problème qu'un chef d'État républicain commémore cet homme qui a été... On a adoré Bonaparte, même si on a enjolivé Arcole, on a aimé Bonaparte, mais moi je déteste Napoléon Ier qui a complètement disjoncté à partir de 1804, qui interdit la quasi-totalité des journaux, je vous le rappelle, c'est un dictateur, Napoléon. Donc, je suis gêné que Emmanuel Macron, pour des questions purement électorales, c'est-à-dire on drague le Front National, évidemment, et la droite, soit tombé là-dedans. Ouais. Ça lui rapportera pas grand-chose, je pense. Alors, Philippe Bilger, juste après Philippe David. Et vous, évidemment, vous nous appelez 0826 300 300. Philippe Bilger. D'abord, je rejoins ce qu'a dit notre historien. D'abord, il l'a fait, Emmanuel Macron. Oui. Quelles que soient les motivations, il l'a fait. La dernière fois, c'était Georges Pompidou. Hein. Alors justement, Philippe, puisque vous en parlez, on va passer l'extrait du discours de Georges Pompidou, qui donc avait rendu hommage à Napoléon. Il s'est rendu à Ajaccio, c'était le 15 août 1969. Écoutons un extrait de son discours. Il a atteint aux cimes de la grandeur et en a comblé la France. Au point que depuis, notre peuple ne s'est jamais résigné à la médiocrité et a toujours répondu à l'appel de l'honneur. Oh là là. Alors ça, Philippe Bilger, il n'aurait pas pu le dire, Emmanuel Macron, aujourd'hui. Oui, en tout cas, il n'aurait pas eu le courage de le dire, c'est clair. Mais il faut... Moi, évidemment, je n'ai pas entendu le discours d'Emmanuel Macron, mais je suis un peu agacé par toute la périphérie autour. D'abord, pourquoi la question de Sud Radio, ça fait polémique? Non, ça fait pas polémique. C'est normal de commémorer le bicentenaire de Napoléon. Et il serait normal également de le célébrer. Cette nuance m'apparaît grotesque. Deuxième élément, j'ai lu quelque part, ça venait de l'Élysée, qu'il avait l'intention de déconstruire Napoléon et que, paraît-il, on peut cliver du côté de Napoléon son individu et de l'autre dire du mal de l'Empire. Tout ça est extravagant, comme si dans un discours de chef d'État parlant d'une gloire nationale, on n'était pas capable de dire à la fois l'immense bienfait qu'il a apporté à notre histoire et les ombres très claires. On n'est pas obligé de scruter ses plaies en permanence, même pour Napoléon. Ouais. Excusez-moi Philippe, moi je suis d'accord pour qu'on commémore, juste un mot. Vous dites, moi je pense que c'est pas normal qu'un président de la République, Napoléon est pas le fossoyeur, en tout cas, le président de la République, lui-même dépose une gerbe. Je pense que ça n'est pas normal. Qu'est-ce que vous diriez si le président de la République allait saluer à la basilique Saint-Denis l'anniversaire de Louis? Je veux bien qu'on dise que d'un seul coup, Napoléon... Moi, je trouve ça extraordinairement gênant. Non, mais écoutez, la réalité, qu'on en parle, d'accord? La République, ça représente quelque chose. Vous ne pouvez absolument pas... Et la France, ça représente rien. Mais la France, bien sûr que ça représente quelque chose. Bien sûr que c'est infini. Mais le chef de l'État, il représente la République. C'est comme ce titre... Philippe David, ça n'a pas de sens. Philippe David, et juste après, je redonne la parole à Olivier Gracia, qui est avec nous. Je ne sais pas si Olivier me répondra, mais je crois que pour le centenaire de sa mort, c'était de mémoire Alexandre Milré
Mitterrand qui était président de la République et Aristide Briand président du Conseil, pour les 100 ans, il y avait eu des cérémonies en grande pompe à Paris. Mais c'était une époque où la France était fière d'elle-même. Non, j'ai rien regardé du tout. Non, c'est vrai qu'il a rien regardé. Non, tu peux regarder. Ouais. Non, j'ai vérifié. Le mec qui se souvient d'Alexandre Milran, tu dois avoir une agrégation c'est lui qui a battu Georges Clemenceau à la présidentielle. Non, mais je peux te citer les présidents de la République si tu veux. Théoriquement, en histoire, je suis pas aussi bon qu'Olivier Gracia, mais je crois qu'on avait bien célébré. Mais moi, je suis pas d'accord avec Françoise. Célèbre surtout. Que la France, la République, la France ne se résume pas à la République. Je suis d'accord. La France, il y a eu la monarchie. Oui, d'accord. Et Louis XIV a peut-être amené la France à son apogée. D'autres disent que c'est Napoléon. D'autres disent que c'est Louis XI qui a tout construit. Oui, donc on est d'accord. Moi, je pense que plus discutable à mon avis. La France, il y a eu 2 empires. Je mets en abstraction de Charlemagne. C'est beaucoup plus ancien. La France, il y a eu de la Restauration que j'aime pas, mais c'est comme ça. Et c'est un tout. Et Napoléon, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais c'est peut-être le personnage français le plus connu au monde. Alors, Olivier Gracia, oui, c'est vrai que Napoléon... Ah bah si, quand vous allez n'importe où dans le monde... Ça nous arrange aujourd'hui de dire ça. Alors, Olivier Gracia qui est avec nous. Olivier. Non, mais surtout, Françoise, que la Ve République a beaucoup de nuances. Vous le savez comme moi que la Ve République, telle qu'elle a été conçue par De Gaulle, à la fois une naissance capétienne, une naissance bonapartiste, une naissance césariste. Monarchie républicaine. Oui. Non, mais il est vrai que la République, dans sa complexité, dans son histoire, elle est plurielle. Et Napoléon fait partie intégrante de l'histoire républicaine. Quand on parle des acquis de Napoléon, quand on parle des plus grands acquis, quand on parle du Code civil, quand on parle de la liberté de culte, quand on parle des ciments qui ont façonné l'administration française, finalement, on parle aussi de la République. Le consulat n'est jamais qu'une extension romaine de la République française. Est-ce qu'on peut dire ça? Sur le Code civil, j'aimerais bien qu'on arrête avec cette légende. Finalement, Napoléon le Code civil, c'est lui. Non, mais c'est lui qui le proclame. Mais écoutez, son travail, le travail. Non, mais Olivier. Napoléon fait partie de l'histoire républicaine. D'accord, il fait partie de l'histoire républicaine, mais il y a toute une partie de notre histoire qu'on n'a pas à occulter. Moi, je suis pour qu'on fasse une commémoration. La seule chose qui me gêne, c'est qu'Emmanuel Macron prenne la parole, fasse un discours et aille se recueillir, exactement comme l'a fait Marine Le Pen devant la colonne Vendôme. Chacun veut se réapproprier. Alors, s'il vous plaît, pour une mauvaise raison, cette histoire nationale. Est-ce que ça gêne les auditeurs de Sud Radio? On vous donne la parole. Claire qui nous appelle des Yvelines, tiens, 0826 300 300, on va le savoir. Claire. Ils adorent ça. Merci à tous vos assistants et à la fine équipe du mercredi soir. Bon, très bien, merci à vous Claire. Alors, est-ce que ça vous choque? Tiens, comme Françoise de Gois, la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon. Une commémoration, mais un peu plus proche, je dirais, des Français. J'ai un peu écouté le discours de notre président. Comme d'habitude, il se comporte comme un téléévangéliste. De plus, la gerbe est déposée par le Benjamin de Saint-Cyr, parce qu'un président ne s'incline pas devant un empereur. Comme l'ont dit ceux qui débattent, ça fait partie de l'histoire de la France, et il a relevé la France en même pas 15 ans. Un homme a toujours des parts d'ombre et de lumière. En tout cas, à Sud Radio, Dimitri Casalis explique d'une façon vivante l'histoire, et heureusement qu'il y a les chaînes de télévision et de radio pour commémorer et expliquer des choses, et l'histoire, c'est comprendre l'état d'esprit d'une époque. Et actuellement, au lycée, on ne fait que 2 heures sur la fin de la Révolution et Napoléon. Moi qui ai la cinquantaine, on y passait plusieurs heures. Et puis, un petit clin d'œil, dans les recherches généalogiques familiales, c'est un ascendant qui a créé les grilles de la Malmaison. Bravo. Bon. Alors, Olivier Gracia, c'est vrai, pour répondre à Claire, c'est vrai que c'est compliqué de sortir comme ça un personnage de son époque. Ouais, mais oui, mais c'est un peu le drame aujourd'hui, c'est qu'on aime sortir tous nos personnages de leur époque. On veut réécrire l'histoire, on veut la déconstruire, alors qu'on devrait juste l'enseigner. Que l'histoire est vivante, et elle doit être vivante, elle doit être débattue. Et moi, je me félicite de la commémoration de Napoléon, parce que c'est l'occasion, enfin, de parler autre chose que du Covid, de parler de Napoléon, de parler d'identité. Non, mais vraiment. C'est vrai. C'est des moments où on aimerait avoir des débats sur des grands personnages plus souvent dans les grands médias, et ça manque cruellement. Faisons des débats sur Robespierre, faisons des débats sur la Révolution, sur les apports de la monarchie, faisons des débats sur le fond qui apportent des réponses et qui nous permettent de se déconnecter de ce présent constant de la politique et de prendre du recul sur les choses. Pardonnez-moi, moi je vous aime beaucoup, j'adore débattre avec vous, on l'a fait pendant les Gilets jaunes et nous étions assez souvent d'accord. Vous ne pouvez pas d'un côté dire que on regarde l'histoire avec les lunettes d'aujourd'hui et dans le même temps dire que ce grand roman national nous concerne à nous aujourd'hui et nous donne des leçons pour aujourd'hui.
L'autoportrait qu'Emmanuel Macron fait, et merci de nous le dire, c'est ce que j'ai vu passer sur Twitter, cette idée de ce gros clin d'œil, je comprends qu'il faille bien comprendre son passé pour se projeter vers l'avenir, mais vous pouvez pas d'un côté dire que c'est nos yeux d'aujourd'hui qui déforment la vérité historique et dire que cette vérité historique-là va nous servir pour aujourd'hui. Tout le délire qui consiste nationaliste, souverainiste, les questions d'identité, cette espèce de grand foutracage du grand roman national qui ne veut plus rien dire. Si vous voulez, non, ça veut rien dire quand c'est utilisé. Pour moi, ça veut dire quelque chose, mais la façon dont c'est utilisé par les politiques ne veut absolument... C'est une espèce de, comment dirais-je, une porte ouverte. On enfonce des portes ouvertes. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Les gens qui vénèrent Napoléon s'appellent Vladimir Poutine, Erdogan aujourd'hui et Xi Jinping. Cherchez l'erreur. Alors, posez-vous la question. Philippe David. Moi, je voudrais poser une dernière question, mais à notre invité, voilà, l'historien Olivier Gracia qui est avec nous. Et le général Aoun, pardon. On n'a pas fait grand-chose, on peut le dire, pour les 200 ans de la mort de Napoléon. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudra faire quelque chose de grandiose le 31 août 2043 pour les 100 ans de la naissance de Philippe Bilger? Mais il raconte n'importe quoi. Olivier, vous pouvez répondre, Olivier. Vous pouvez répondre, Olivier. C'est une question. Moi, j'aime la personnalité de Napoléon. Ne répondez pas, Olivier. Puis-je vous poser une question sérieuse, si j'ai le temps de le faire. Olivier, est-ce que, au fond, la distinction entre commémoration et célébration, vous la trouvez pertinente? Non, mais en fait, c'est toute la complexité d'aujourd'hui, c'est qu'on n'ose pas nommer les choses, on n'ose pas faire les choses jusqu'au bout. C'est que peut-être que Macron aurait été plus courageux de parler d'une célébration, même une célébration avec nuance. Aujourd'hui, finalement, on a peur des mots. On a peur des mots. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système constant de déformation des choses. Et peut-être que demain, on ne parlera plus de commémoration, mais de devoir de mémoire. Et c'est un peu cette complexité. Moi, je suis un peu gêné de ce rapport douloureux que certains Français ont avec leur histoire. Et le problème de l'histoire, c'est qu'elle va être enseignée. Françoise, vous parliez vous mettiez finalement l'histoire sur le champ politique, sur le champ idéologique, mais c'est aussi le drame de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui on la met trop sur le champ politique. C'est insupportable. Merci Olivier, on se retrouve. Non, mais moi j'ai envie d'être nuancé sur Napoléon. Il faut considérer l'histoire pour ce qu'elle est. L'histoire, c'est une transmission de génération en génération. Voilà. Et si certains jeunes trouvent en Napoléon un modèle formidable de réussite sociale, de méritocratie, tant mieux. Si les jeunes parce que c'est le cas, parce que ça c'est le cas. Ça, c'est la réalité. Je peux réussir en France parce que impossible n'est pas français, tant mieux. Napoléon est aussi une leçon de réussite, une leçon de méritocratie et en cela une leçon républicaine. Merci à vous Olivier Gracia. Voilà, Olivier Gracia, historien, essayiste, co-auteur du livre L'histoire se répète toujours deux fois. Voilà, chez Larousse Édition. Merci à Françoise, Philippe Bilger, Philippe David. Tiens, et j'aimerais remercier Claire. Voilà pour son témoignage qui nous appelait des Yvelines au 0826 300 300. On vous posait cette question sur Twitter et YouTube. Les Français ont-ils honte de l'héritage de Napoléon? Vous avez beaucoup voté. Vous dites non à 86%. Le grand débat des vraies voix à réécouter si vous l'avez 86% des auditeurs, évidemment, de Sud Radio. Le grand débat. Je dis ça parce que la dernière fois, on nous a fait le plan avec la tribune des généraux. 58% des Français étaient d'accord, supposément, mais quand des sondés. Des sondés, mais quand vous lisiez 30% seulement de ces sondés disaient l'avoir lu. Donc c'est 58% des sondés ou c'est 58% des 30% qui l'ont lu. Ça fait une grande différence. Le grand débat des vraies voix à retrouver sur notre site en podcast sudradio.fr, l'application Sud Radio, notre chaîne YouTube. Et dans quelques minutes, c'est le clin d'œil qui arrive des vraies voix avec Jean-Marie Bordry. À tout de suite.